Bonjour à toutes et tous, une petite introduction avant de commencer cette merveilleuse balade. C'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion que j'ai pu passer ces quelques heures avec Damien pour les préparations de ce tournage. Fidèle à ses vidéos, c'est un être infiniment sympathique et d'une douceur remarquable. Ça semble si simple quand il transmet son expérience et ses conseils, mais rares sont ceux qui parviennent à obtenir une abondance végétale aussi grande dans leur jardin. Il a bien plus que la main verte, je dirais qu'il a une branche à la place des mains et des feuilles à la place des doigts. Son lieu est un véritable laboratoire de recherche en évolution permanente. Avec lui, le non-agir, propre à la permaculture, prend toute sa dimension, tout comme la nécessité de laisser le maximum de place à la végétation sauvage. Sa chaîne YouTube est suivie par plus de 270 000 personnes, ce qui en fait la chaîne la plus influente en France sur le thème de la permaculture. J'ai moi-même étudié l'intégralité de ses vidéos pour mon auto-formation. Ce sont des recueils précieux de bon sens qui, au-delà du jardinage, répondent clairement à la fois aux urgences alimentaires et écologiques d'aujourd'hui et de demain. Il refuse sur ses vidéos absolument toute publicité, toute monétisation ou lien sponsorisé. Éthique jusqu'au bout des doigts. Le succès de sa chaîne est à l'image de son créateur, purement naturel. Donc pour soutenir la production de ses vidéos et ses précieuses transmissions, vous pouvez faire des dons sur la plateforme Tipeee et vous recevrez en échange ces graines reproductibles et biologiques. La boucle est bouclée. Nous vous mettons toutes les informations descriptives de cette vidéo. Voilà, je vous laisse maintenant plonger durant 1 heure à travers nos échanges à ses côtés pour une visite commentée de son lieu. Bonne immersion et bon voyage à vous. Salut Damien. Salut. Ça va? Bah super, merci beaucoup. Et toi, t'es en pleine forme? Ça a l'air de... Ouais, ça va, écoute. Bon. On a une belle journée quand même, c'est sympa. On va pouvoir faire une belle petite visite donc de ton lieu. Ça marche, ouais. Alors donc déjà, ça fait combien de temps que t'es là? Là, ça fait 2 ans et demi qu'on est ici. Et avant ça, on était dans le Var. Dans le Var, donc voilà. Là, on est en Corrèze. En Corrèze. Ouais. Ok, très bien. Et donc là, tu as un espace beaucoup plus grand que ce que tu avais dans le Var. Exact. Là, on a un peu plus de 4 hectares en tout. Ouais. Donc, la parcelle qu'on va visiter, c'est une parcelle qui fait à peu près 3 hectares. D'accord. Ok. Donc, on a un terrain en dénivelé qui a vue sur le village plus bas. Exactement, vue sympa sur le village. Et donc... à la base, c'était une grande prairie, tout ça. Ouais. Donc là, maintenant, il y a encore une partie prairie, mais il y a environ 1 hectare qu'on va consacrer à la production d'arbres fruitiers, donc forêt comestible et potager. Donc il y a 1 hectare qui devient un hectare comestible, on va dire. Et puis après, le reste, on le laisse un petit peu pour les équidés. J'ai une jument et 2 ânesses. Et puis il y a des étangs et des mares qu'on ira voir si on a le temps. Ok, super, on va voir tout ça. Alors donc déjà pour la petite histoire, donc vous avez vendu votre bien que vous aviez dans le Var. Ouais, le petit maison dans les bois dans le Var, on l'a vendu. Voilà, c'était une maison que tu avais construite en terre paille et qu'on a pu vendre. Et grâce à l'argent de cette vente, on a pu venir acheter une ferme avec des sources dans le Limousin, des hectares. D'accord, parce que ici les terres sont beaucoup moins chères. C'est une des régions les moins chères de France. D'accord. Donc ça permet... Et le Var, c'était un endroit les plus chers de France. D'accord. Moi, je suis originaire du Var et le fait de changer de région, ça a permis de pouvoir acheter une ferme. Et en plus, nous, le climat nous convient mieux parce qu'on voulait de l'eau, on voulait... D'accord. Et on voulait plus de nature, plus de grands espaces. Donc ça, c'était les critères de recherche. C'était on voulait de plus grands espaces. Ouais, de grands espaces, une eau propre. On est dans une région où l'eau est très très propre. Il n'y a pas d'industrie, d'usine, tout ça, très peu, quoi. Donc on a une eau propre, on a un air qui est peu pollué. Ouais. Et les forêts grandissent, il y a beaucoup de prairies. C'est quand même assez chouette. Et donc en fait, on a quand même aussi, tu sais, cette histoire des mines d'uranium à ciel ouvert dans le Limousin. Ouais. Et toi, vous n'êtes pas vraiment touché sur... On n'est pas dans une zone touchée. Il y a des zones un peu plus au nord où effectivement, à une époque, on exploitait l'uranium en France. D'accord. Donc ça a été refermé un peu à l'arrache comme à chaque fois. Et donc il y a des zones un peu problématiques, mais ici on est dans une zone où c'est plutôt tranquille, plutôt sympa. Ouais. Et il n'y a pas de centrale nucléaire aux alentours, qu'on est assez loin de toute centrale nucléaire. Ça, c'était un de vos objectifs, de ne pas être trop proche. Mais pourquoi? En fait, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a d'autres terrains sympas qu'on a trouvés qui étaient vraiment proches d'une centrale nucléaire, genre à 15 km d'une centrale nucléaire, et ça, on ne voulait pas. D'accord. En fait, quand tu te renseignes sur les centrales, l'eau qui coule, elle est un peu. Elle n'est pas top, tout ce qui est autour n'est pas top. D'accord. Et donc, pour avoir une idée des prix, est-ce que tu peux nous dire combien tu as acheté tous ces hectares 70 000 €, tout ça. Donc, 70 000 € d'investissement. Donc, une maison, une grange, même maison et 2 granges. Donc là, c'est la grange, ouais. Ouais, ça, c'est la grange qu'on fait visiter, qu'on est en train de restaurer, qui permet d'accueillir du monde.
D'accord. La faites maison, des stages. La maison et l'autre grange, j'essaie de garder ça en mode un peu privé pour pas que la Famille, vie devienne télé-réalité. Quoi. D'accord. Et donc ouais, on fait des stages ou bien pour accueillir des woofers ou des amis, peu importe. Oui. Et donc là, on a cette partie-là, 3 hectares, qu'on est en train de transformer petit à petit. Bon bah super, on va faire cette visite. Ouais. Et donc déjà, on entend l'eau là en bruit de fond. Donc là, on est en partie haute de ton terrain, tu as un gros dénivelé. Ouais, j'ai pas un bon petit dénivelé. Là, c'est une des parties hautes. Il y a 2 parties hautes, ça j'en ai une. D'accord. Un des critères aussi qui a fait qu'on a choisi ce lieu, c'est avoir de l'eau en fait. D'accord. L'eau, c'est la vie, comme on dit. Et donc on voulait absolument avoir de l'eau qui coule en permanence. D'ailleurs, nous au début on se disait non, il faut fermer ça, on va gaspiller de l'eau quoi. Oui. Et en fait non, si tu l'empêches de couler, tu crées un problème plus haut. En fait, il faut que l'eau elle circule quoi. D'accord, donc toi tu t'en sers et tu la fais circuler sur l'ensemble de ton terrain. C'est ça, elle descend doucement sur le terrain, elle alimente le potager, serre, des mares à canards. Toute une zone est alimentée grâce à cette eau là. Ben, super, donc on va suivre le fil de l'eau. Ok, et donc on te suit. Okay. Donc c'est un jardin, là il y a des petits panneaux solaires qu'on passe juste à côté, donc j'en parle. D'accord. Des panneaux de récup. Ouais. Parce que tu sais, par les panneaux solaires, c'est souvent problème des métaux rares, des terres rares, etc. Tout à fait, ouais. Donc là, nous on a voulu récupérer des déchets en fait, ils partaient se faire recycler ou se faire... Voilà, ils ont déjà été utilisés pendant C'est ça, ils ont une vingtaine d'années, 15-20 ans. D'accord. Et donc ils fonctionnent, ils sont moins puissants que s'ils étaient neufs, mais ça fonctionne. D'accord. Et donc c'est toi qui as fait l'installation avec Barnabé Chaillot. Avec Barnabé Chaillot, d'accord. Chaillot, le fameux MacGyver. Mais de la vraie vie. C'est ça. Et donc il bricole plein de trucs. Moi sur l'électricité, je suis pas trop spécialiste, donc il y a quelqu'un qui s'y connaissait mieux quoi. Mais alors donc, dis-nous concrètement quand même Damien, avec ces panneaux solaires, qu'est-ce que tu arrives à produire comme énergie? Nous on produit toutes les lumières de la grange. Ouais. Et on fait marcher le petit outillage, c'est-à-dire les petits outils quoi. D'accord. Donc pour tout ce côté-là, ça suffit. Alors prise de courant pour le matériel. Tu peux charger un appareil comme tu as là, on peut charger les ordinateurs, on peut... si tu as une perceuse électrique, tu la charges sans problème, etc. Et donc il t'a fait une installation où tu stockes ton énergie en fait. On stocke l'énergie, le problème des batteries aussi. Donc nous on voulait pas non plus investir dans les batteries parce que pareil, tu as de problèmes écologiques. Ouais. Donc on a décidé de récupérer des vieilles batteries d'ordinateurs qui étaient complètement flinguées. Et ça c'est dans une de tes vidéos. Tu démontes et tu récupères les accus qui sont bons et on stocke l'électricité là-dedans et ça marche très très bien quoi. Parfait. Ok. Donc que du reconditionnement quoi. Ouais, j'essaye au maximum de recycler. En fait, un déchet qui était déjà présent, on essaie de le réutiliser. Voilà. D'accord. Donc là, ce jardin, il peut surprendre. Donc là, il y a 1 millier d'arbres qui ont été plantés. Ouais. Beaucoup de fruitiers. Ce qui peut surprendre, c'est la quantité d'herbes. Il y en a plein, en fait. T'as beaucoup d'herbes hautes. Il dépasse à peine des herbes. En fait, ça, c'est mon paillage automatique naturel. De quoi? L'herbe haute? L'herbe haute, en fait. Tu vois, je pourrais me dire, je désherbe tout et je mets le paillage au pied des arbres. C'est ce que fait la majeure partie des gens, oui. C'est ce que font beaucoup de gens. Moi, ce que je fais, c'est que je laisse faire la nature. Et en fait, les herbes, elles poussent, elles sèchent, elles se couchent. Et du coup, j'ai mon paillage naturel. L'année prochaine, elles poussent, elles sèchent, elles se couchent. Donc là, c'est le maximum en hauteur que tu puisses avoir de ton herbe. J'en ai des plus hautes, mais tu vois là. D'accord. Mais ça dépasse pas ça. Non, ça dépasse pas ça, les herbes. D'accord. Et donc au tout début les arbres sont à peine visibles et ensuite... C'est ça, et après petit à petit les arbres ils commencent à sortir des herbes et petit à petit quand les arbres auront bien poussé, ils feront de l'ombre, les herbes vont disparaître petit à petit. D'accord. Et donc tes jeunes arbres ils galèrent pas un petit peu au tout début? Alors généralement avec ma façon de faire, ils sont un peu plus lents. Pendant 2 ans ils vont moins vite que si je désherbais autour, que je les arrosais, que je les paillais. Donc effectivement pendant 2 ans ils sont un peu plus lents, mais une fois passé cette étape de 2 ans, ils fonctionnent, ça pousse très très bien, très vite. Et c'est peut-être pour eux une façon de se renforcer justement pour être peut-être plus résistant. En tout cas ça les incite à plonger leurs racines en profondeur. Ah, oui. Ça les incite vraiment à sortir, parce que les herbes elles ont des racines en surface, et du coup les arbres comme ils sont en concurrence en surface, ils ont tendance à plonger, et donc après une fois qu'ils ont plongé ils sont en peinard. D'accord. Super. Et donc là c'est des arbres que tu fais pousser en godet. Il y a du noyau, du semis, de la bouture. J'aime bien aller me balader dans les pépinières, donc des arbres de pépinière, des arbres des greffés ou des pas greffés. Des greffés, des pas greffés. Moi j'aime bien la biodiversité, la diversité. D'accord. Et juste pour revenir vite fait aux herbes, pendant que j'y pense.
Alors tout ce qu'on appelle mauvaises herbes et tout ça, en fait, il faut savoir que 80% des plantes qui nous entourent, elles sont comestibles, quoi. D'accord. Donc des fois, on se casse la tête à cultiver des salades. Elles sont pas spécialement toujours agréables au goût, mais... Ouais, elles sont parfois amères. Oui. Mais toi-même, tu en consommes beaucoup en dehors de ton potager, des plantes ici que tu as spontanées. Tout à l'heure, on a parlé des kénopodes, des orties, le plantain, les pissenlits, les classiques. J'aime bien les feuilles d'arbres comme le tilleul. Oui. Voilà, quoi. D'accord. Pourquoi on en consomme régulièrement. Tu manges principalement des végétaux? Oui. Le produit animaux, c'est plus rare, ça arrive. Il y a des œufs de poule, on a des poules et des canards. Ah oui, des poules et des canards. Oui, donc on a des œufs très très souvent. T'es autonome en œufs? Ah oui, on en donne. Si on fait un don sur Tipeee, on peut recevoir des œufs de canne. C'est compliqué ça, ou alors un aplati, un œuf au plat. Ok. Et donc là, vraiment, au niveau de la diversité, donc là, qu'est-ce que tu as comme arbre? Là, c'est du sol. Le sol, c'est bien pour la vannerie, bon, pour plein de raisons. Hein. Mais alors, notamment la vannerie, ça produit beaucoup de biomasse. Ah d'accord. Là, je vais faire des tonnelles aussi, des ombrières. D'accord. Ça pousse très vite. Voilà, donc ça fait biomasse, vannerie, ombrière. Super. Et en plus, c'est bien parce que tu prends un sol, l'hiver, tu coupes des branches, tu mets la branche dans la terre et tu as un nouveau sol qui pousse, quoi. C'est magique. C'est magique. C'est parfait. Ok, donc très bien. On plante plein de trucs. Hein, donc là, la petite serre, qui est quand même géante. Ouais, 80 mètres carrés. Ouais. Mais c'est très rapidement rempli en fait, une serre. Bah oui. Tu vas nous montrer ça après. On va peut-être aller d'abord dans le potager. Une bonne petite visite de ton jeune potager qui fait combien de mètres carrés là? À peu près 370 mètres carrés. Il n'est pas immense. Souvent, on imagine, pour ceux qui le voient en vidéo, qu'il est plus grand, mais c'est juste. C'est 370 mètres carrés. Voilà, c'est déjà grand, hein, oui. Et puis il y a de très grands espaces dans les allées, quoi. Il n'est pas. Il est fait pour recevoir un petit peu de monde. Tu organises des fois des journées rencontres, les gens viennent nous rencontrer et là, on se balade. D'accord, et là on est au fil de l'eau toujours, parce que là donc l'eau se retrouve ici là. Exactement. Donc qu'est-ce que tu as créé là? Parce que ça c'est toi qui as créé, c'est pas naturel. C'est une mare que j'ai creusée, donc c'est une mare où il y a un oiseau qui vient de s'envoler, il y a tout un tas de tritons, tout un tas de grenouilles, tout un tas de libellules, tout un tas de bestioles diverses et variées. Ouais. Et du coup, ça m'amène un biotope intéressant. Tu vois, tu as une petite coccinelle là qui est proche de mon potager. Et en fait, cette biodiversité participe au maintien de l'équilibre de mon potager. D'accord. Les libellules, ça passe son temps à chasser les insectes, quoi. D'accord. Et tu vois, de partout, il y a des petites bestioles de partout. Chaque année, des nouvelles qui arrivent en permanence partout. Tu as la coccinelle, c'est blindé. Hein. C'est blindé de biodiversité. Moi, mon but, c'est à la fois de produire mon autonomie alimentaire, mais aussi de préserver la biodiversité ou d'encourager la biodiversité. D'accord. On voit des gros pieds de consoude, là tu as mis des vignes, tu mélanges vraiment. Là-bas tu as du gingembre, c'est ça que tu disais? Du gingembre rustique, il y a des mûriers, il y a de la vigne, de la consoude. Super. Parce qu'il y avait du Brésil, il y a vraiment des tonnes de trucs en fait. Il y a même un Bouddha qui a poussé là. Un Bouddha qui a poussé. Ok, donc alors là ton jardin, voilà, il y a plusieurs couloirs de circulation. Tu as fait une tonnelle au milieu pour... Exact, pour un peu d'ombre en fait. Là on se rend pas compte aujourd'hui parce que c'est nuageux, mais quand le soleil tape, ça tape. Ouais. Et les végétaux n'aiment pas trop le plein soleil. Tu vois, là j'ai des kiwis ou les cachets mon kiwi. Voilà, c'est une courge de siam, là c'est des cassis, mais il y a quand même aussi un kiwi si je le retrouve. Petit kiwi. Il est là le kiwi. Voilà, tu vois. Et c'est une plante, quand elle est jeune, elle est un peu cramée, il aime pas le soleil, quoi. Ah oui. Donc lui, il est bien sous l'ombrière, quoi. D'accord. Et là, tu as tes fraisiers aussi, tu as encore des... Ouais, fraisiers, là il y a des jeunes arbres à salade, c'est des arbres dont tu manges le feuillage. D'accord. En fait, en général, on s'intéresse beaucoup aux plantes comestibles, donc 90% de ce qu'on plante, c'est comestible. Et... D'accord, très bien. Et là, en plus, là, tu les fais courir. Là, c'est ça, c'est les courges de siam qu'on fait grimper. Mais en fait, la plupart des courges sont des plantes grimpantes. Ouais. Donc nous, on les fait grimper. Comme ça, ça prend peu de place au sol et en même temps, tu as des récoltes et ça te fait de l'ombre. D'accord. Et voilà, tu vas amplifier ton... Là, tu as une akebia. C'est pareil, c'est une plante comestible qui fait des fruits comestibles. Là-bas, il y a des vignes, du kiwi, des plantes grimpantes. En fait, l'idée, c'est que cette tonnelle soit aussi productive. D'accord. Ok, donc... Très bien, donc là on a une zone de pommes de terre avec des salades qui montent en graines. C'est ça, on laisse des salades pour qu'elles se ressèment toutes seules. Tout à l'heure, la salade qu'on a mangée à midi, elle poussait dans les allées. Il y a plein de salades qui sont... Oui, parce qu'on a mangé une salade du jardin avec les oignons, les courgettes, les fleurs de capucine. Qu'est-ce que tu as fait? C'était magnifique. Un peu de tout ça, quoi. Voilà. Donc c'était cool. Et j'ai tout fini. Des salades, j'en laisse tout le temps monter en graines parce que j'ai besoin d'avoir des graines. Les plus belles, les plus belles salades, je les garde pour faire mes semences que je ressème moi l'année d'après. D'accord. Mais les moyennes, je les laisse se débrouiller toutes seules, quoi. D'accord. Et des fois, on est étonné de voir des salades qui poussent dans les allées qui sont magnifiques, quoi. D'accord.
Bah, tout à l'heure, ce que tu avais cueilli, c'était une salade qui avait poussé spontanément dans... Une petite salade des allées, là. D'accord. Donc là, encore des pommes de terre. Pommes de terre, beaucoup de pommes. Le but, c'est d'atteindre une autonomie alimentaire à l'année. Et la pomme de terre, pour cet objectif-là, c'est vraiment très très bien. Ça produit des quantités folles, des kilos de pommes de terre sur des petits espaces avec peu de travail. Moi, sur la tonte, sur l'herbe, la prairie, quoi, je pose mes pommes de terre, je fous de la matière organique dessus et j'ai juste à venir récolter après, quoi. Et par exemple, avec tes équidés, tu as du crottin et donc là, J'ai du crottin et du coup, j'ai juste à récupérer le crottin des équidés, je le mets sur la prairie, je mets les pommes de terre dedans et 4 mois après, je gagne. Les pommes de terre dans le crottin. Dans le crottin, ouais. Le crottin, bah là, c'est pas ce que j'ai fait ici, là, c'est de la tonte et de la paille. Et après, on peut les manger au fur et à mesure. On n'est pas obligé d'attendre la récolte finale. D'accord. On peut à tout moment venir gratouiller. D'accord. Et on va trouver, si je dis pas de bêtises, si les campagnols n'ont pas tout mangé. Ah oui, parce que c'était... Allez, je t'écoute. Au tout début, voilà, il y a les pommes de terre qui arrivent là. Elles sont un peu plus enterrées, ok. Et en fait, donc, ce que tu avais dit dans tes premières vidéos après l'arrivée sur ce terrain-là, c'est que c'était un terrain qui était plein de campagnols. Donc aujourd'hui, le ratopier aussi, on appelle ça, je crois. Ratopier, campagnol. Et donc, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de cette communauté? Et ils sont toujours là. Bien, ça va, ils te passent le bonjour. Voilà, ils vont bien. Alors, comment faire pour ne pas chercher à tuer? De toute façon, c'est un peu peine perdue. Ouais, tu vas galérer. Après, tu peux réduire en le tuant. Moi, c'est pas ce que je fais. Hein. C'est pas Parce que tu as des plantes que tu peux mettre, du ricin, je sais pas quoi. Je porte un peu de ricin qui éloigne un petit peu les campagnols. Mais il vaut mieux composer avec eux, en fait. Ouais, moi, ce que je fais, c'est que je bosse avec eux et en fait, ils me mangent peut-être 10% des pommes de terre. D'accord. Ça me semble être correct. D'accord. Ça me va. Ils mangent pareil 10% de mes carottes. D'accord. Donc, ils mangent quand même. Mais moi, tu les nourris, quoi, ouais. Ouais, mais moi, ça m'empêche pas d'avoir mes récoltes. Donc après, ce que tu fais, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fonction de la zone, vu son niveau d'attaque des campagnols, exactement. Tu vas... Exactement. Là, cette zone-là, je vais bientôt la récolter. On voit que c'est la zone la plus vieille. En fait, là, c'est beaucoup de pommes de terre spontanées que j'ai pas ressemé cette année. Donc ça, c'est les plus vieilles. Donc je vais bientôt les récolter. Ouais. Et sur les zones un peu plus fraîches comme là-bas, si tu veux, on peut regarder les qui sont... montre-nous, parce que ça, c'est quand même important de voir ce petit détail de comment repérer un plant qui a été attaqué par un râteau-pied. Tu as une zone un peu récente. Et dans le cas, tu vois qu'il y en a une qui est flétrie comme ça. Ah oui. Et quand c'est flétri comme ça veut dire que le râteau-pied, il a mangé une partie, quoi. D'accord. Et donc quand il y en a une seule, tu vois, j'en vois qu'une comme ça. Ouais. Donc là, ça t'inquiète pas. Ça m'inquiète pas. Si jamais j'en vois une quinzaine sur la zone, là, je récolte. D'accord. Ils sont trop présents. D'accord. Ok. D'accord. Et donc là, on voit plein de petites... Doryphores. Là, ça, c'est des bébés coccinelles, non? Non, c'est des larves de Doryphores. C'est les larves de Doryphores. Oui. Donc on en voit qu'elles deviennent rouges et après... Et après, elles deviennent... Elles sont les grandes. Elles sont jaunes. Elles sont parties se cacher. C'est très joli, d'ailleurs. Elles sont parties faire la sieste. Et du coup, là, on est donc fin juin, début juillet. Oui. Ça me pose pas de problème qu'ils soient là maintenant. D'accord. Parce que moi, je vais récolter ça d'ici avant août. En août, je vais récolter ça. D'accord. Et ils n'auront pas fait trop de dégâts, quoi. D'accord. Donc pareil, tu composes avec les Doryphores. Je compose avec les Doryphores, exactement. Et pour l'instant, j'ai pas de problème majeur, quoi. D'accord. Ok, donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de nuisible pour toi? Non, ou de... c'est un Doryphore adulte. Ah, voilà, oui. Non, pour moi la vision nuisible et utile, c'est un peu comme on disait aussi, tu vois, c'est le yin et yang, c'est-à-dire que tout est un peu utile. Ben oui. Chaque être vivant est un élément d'un écosystème. Alors les Doryphores, peut-être que ceux qui sont un peu spécialistes vont te dire oui, mais ça vient pas d'ici le Doryphore. Oui. Effectivement, c'est un animal qui vient d'Amérique, mais il y a plein d'animaux ici qui sont habitués maintenant à le manger. Moi je vois les guêpes qui mangent les larves, les frelons mangent les larves. Donc, tu tues pas les frelons, toi? Ben non, en fait, je tue pas tellement les choses. Moi, je vis avec la nature. Ouais, carrément, quoi. Bien sûr, ouais. Ok. On est vraiment dans une cohabitation, une collaboration avec la nature chez toi. Et je suis vraiment content. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que chaque année, je vois énormément de biodiversité qui arrive, quoi, de nouveaux végétaux, de nouveaux insectes, de nouveaux plein d'animaux qui arrivent tout le temps. Qui viennent s'installer chez moi. Génial. Bon, là, on voit deux géants tournesols. Je sais pas, c'est quoi? Ils vont encore grandir, là. Ils sont à quoi? Moi, je fais 1m83. Ouais. 3 de moins que moi. Et donc, ils doivent faire un petit 2 mètres, je dirais, au pif. Ah oui. Et je pense qu'ils peuvent monter encore de 50 cm avant de fleurir, quoi. D'accord. Donc là, c'est pour ta consommation et tes graines? C'est ça, en fait, ça va faire des gros disques plein de graines. D'accord. Moi, ces graines, je les fais germer en hiver, ça me fait des salades en hiver, quoi. Ah, tu fais germer, ça te fait des petits plants de salade. À tout moment, en hiver, tu as besoin d'une salade, tu fais germer tes graines et hop. D'accord. Ok, donc là, on voit des courgettes. Ouais, c'est tout mélangé, quoi. Là, tu as de l'amarante, courgettes, tomates. L'amarante, tu manges les feuilles? Ouais, les jeunes feuilles. Là, comme elle est en fleurs, elles sont un peu plus rêches. D'accord. Plutôt au printemps. D'accord. Voilà, des tomates, des haricots qui grimpent là-dedans, qui se baladent, là. Ouais.
Ouais, c'est un mélange, la consoude. La consoude, elle est très en forme aussi, on peut manger les fleurs. T'as aussi la courge qui se bat dedans. Ouais. Mais après, cette histoire de mélanger les fabacées et les aliacées, est-ce que tu t'en préoccupes moins maintenant? Je m'en préoccupe moins, mais quand même, j'ai l'impression que je ne vais pas être catégorique, mais en tout cas, souvent, je trouve que les aliacées, donc ail, oignon, ciboulette, poireau, avec les fabacées, donc ça marche pas très bien. Ouais, moyen. C'est moins bien. C'est mieux s'ils sont séparés. D'accord. Après, ils peuvent être ensemble et que ça marche, mais je trouve que ça marche mieux s'ils sont séparés. Sinon, après tout le reste, je mélange. D'accord. Comme un fou. Les plantes aromatiques, les plantes médicinales, les légumes. Au maximum. D'accord. Bon, là-bas, on a un champ de pommes de terre. Donc là, on a eu on a eu 2 tempêtes d'affilée hier et. Ah ouais? De la grêle ou Ouais, un peu de grêle, un peu de tempête, donc elles se sont couchées. Ah oui, d'accord. Ok. Mais là, ça va me produire des quantités de pommes de terre hallucinantes, quoi. Ouais, super. Ok, top. Donc là, on a une butte en lasagne avec coffrage botte de paille qui est un peu ton invention. C'est un petit peu toi qui as inventé cette histoire, parce que moi, je l'ai fait dans 3 jardins. Le fait de coffrer comme ça, mais tu peux nous en dire 2 mots brièvement. Alors moi j'étais dans le Var, alors, je sais pas si je l'ai inventé dans le sens où peut-être qu'il y a des humains qui l'ont fait avant moi, j'en sais rien. Mais en tout cas je l'avais pas vu avant. Mais ils l'ont pas archivé, ils l'ont pas déposé comme toi l'INPI. Hein. Je l'ai pas vu. En tout cas moi j'étais dans le Var, donc chaud et sec, et les cultures, si tu cultives en pot ou des trucs extérieurs, ça sèche hyper vite quoi. Le fait de le coffrer avec de la botte de paille fait que ça fait un bon isolant. Et en plus, quand il pleut, tu vois là, il a plu avec le temps, la paille elle est fraîche et humide quoi. Ah oui. Et du coup, les plantes elles peuvent puiser un peu d'humidité dans la botte. Tu vois là, avec la tempête, les oignons sont couchés avec la tempête quoi. D'accord. Ce qui va rien. C'est pas grave du tout. Là, à ce point où ils en sont, je vais les récolter bientôt, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, continuons. Voilà, donc le potager, il est fait pour alimenter notre famille, on est 4. Oui. Donc il nous nourrit en légumes largement tous les 4, plus les amis, les copains. D'accord. Le but de ce potager, c'est vraiment un petit potager familial. On vend pas de légumes quoi. D'accord, ok. Ouais, toi t'es plus dans la logique de transmettre ton savoir, des modes de culture, plutôt que de chercher à vendre. Exactement, il y a une phrase que j'aime bien, que je dis des fois, quoi. C'est quand quelqu'un a faim, si on lui donne du poisson, on le nourrit pour la journée, mais si on lui apprend à pêcher, on le nourrit pour la vie. Et voilà, moi ça me parle aussi. Avant je vendais des légumes. Et quand les gens venaient m'acheter des tomates, je leur disais mais gardez les graines qu'il y a dedans, vous les plantez chez vous et vous avez des tomates. Vous n'avez plus besoin de venir m'acheter des tomates. Laissez-moi tranquille ton commerce, mais oui, mais très bien. Non, mais en fait, je trouve que c'est vraiment. Moi, j'aimerais bien vivre dans un monde où tout le monde est en partie producteur, autonome, partage, dans un monde où tout le monde est responsable de produire une partie de l'alimentation, de préserver l'environnement, que ça ne dépende pas de quelques agriculteurs, quoi. D'accord. Très bien. Bon, là, on a les blettes. On a encore des tournesols. C'est quoi là? De l'absinthe. Donc l'absinthe, c'est bien, tu as les pucerons. Du coup, comme tu as les pucerons, tu as les coccinelles. Ben oui, c'est comme les fèves. Donc l'absinthe attire à fond. Carrément, mais là encore, ça s'est calmé. Mais à un moment donné, tu as les tiges qui sont noires. Pucerons, et ça te fait pas peur ça? Non, c'est cool. J'aime bien les pucerons. Les pucerons sont nos amis. Non, mais en fait, le fait qu'il y ait des pucerons ici. Eh ben, en fait, les coccinelles, on les aime bien, les coccinelles, mais on n'aime pas les pucerons. Bien sûr. Là, il y a un problème, c'est la pucerelle. Carrément, je les mélange. Du coup, la coccinelle, pour qu'elle soit là, il lui faut des pucerons. Donc, il faut avoir des pucerons pour avoir des coccinelles, pour qu'elle nous gère les pucerons. Super. Ok, très bien. Là-bas, une zone de framboisiers. Framboisiers, on a mangé des framboisiers, des tonnes de framboises. Ouais. Des tonnes, j'exagère un peu, beaucoup de framboises. Oui, parce que d'avoir une tonne de framboises, mec, faut envoyer quoi. C'est ça, des blanches, des framboises. Des rouges, tiens, il y a encore des courgettes là. Ah oui, c'est une invasion là. Toi, comment tu c'est de la courge c'est de la courge, ça c'est pour nourrir, pour manger cet hiver quoi. D'accord. Elles vont ramper, elles vont faire des grosses courges qu'on va stocker dans la cave avec les pommes de terre et ça nous fait notre nourriture, et les carottes qu'on va faire, et ça nous fait notre nourriture aussi pour l'hiver. Que tu vas faire là? Là, t'as préparé une zone. Qui est juste, c'est l'ancienne zone de pommes de terre. On voit d'ailleurs qu'il y a des pommes de terre qui sont échappées, qui poussent encore quoi. Donc là, je vais dépailler bientôt et je vais faire mes semis de carottes pour avoir de la carotte pour cet hiver. D'accord, mais montre-nous un petit peu, ta mère, tu m'avais montré la terre, comment elle est. Donc là, c'était après avoir mis du crottin, avoir cultivé une pomme de terre comme on a dit l'année dernière. Alors montre-moi. Là, juste ça a été repaillé. Et donc là, on arrive sur une terre qui est décompactée. Qui est nickel. Tu creuses à la main, nickel. Donc riche. Riche, franchement, pour les carottes, c'est parfait quoi. D'accord. Voilà. Donc là, on dit que dans une terre comme ça, une poignée de terre comme ça, on a 6 milliards d'organismes vivants, alors que dans une terre labourée, on a pratiquement rien. Carrément. En fait, il y a plus de vie dans cette poignée-là que ce qu'il y a d'humain sur Terre, quoi. Oui, c'est ça, les complètement dingue. Hop. Et là-bas, il y a un petit cabanon.
Et ça, cabanon. c'est des petits cabanons. C'est pour les invités. C'est pour tes toilettes sèches. Les framboises comme elles sont belles, quoi. Ah oui. C'est ça, c'est des toilettes sèches. Et donc là-bas, voilà, c'est là où tu stockes Les toilettes sèches, donc les toilettes le sèches. compost des toilettes sèches, c'est-à-dire que en général nous on fait que du compostage de surface, donc les épluchures, tout ça on les met au potager ou aux poules, parce qu'on a Ouais. des poules et des canards, Oui. et seulement les composts de toilettes sèches, on les met à composter au minimum 1 an, voire 2 ans, pour D'accord. éviter d'avoir des problèmes de pathogènes, etc. quoi. D'accord. Ouais. Et donc après, qu'est-ce que tu vas faire de ce compost? Ça ira aux arbres fruitiers. Donc, D'accord, il y a parce 1000 que- arbres fruitiers et Voilà. chacun aura Là, un peu. jusqu'en bas, là, on va descendre vraiment Ouais. jusqu'en bas. Là-bas, tu vas encore des C'est centaines et des centaines d'arbres. En fait, Voilà. on les voit pas beaucoup parce qu'ils dépassent à peine des D'accord. herbes. Mais il y ouais, en a mais ça fait que partout, 2 quoi. ans que tu es là. C'est quoi. ça. En fait, il faudra revenir dans 3 ans et là, ça devrait être. Mais de toute façon, on va revenir tous les ans. surveiller. Faut archiver tout ça. Ok, très bien. Ouais, par là-bas, par la petite Par là-bas, par la rizière, c'était. Ouais, Dans l'eau. les pieds dans l'eau, ouais. Ok, donc toutes les consoudes là encore. Barbe. Hop. Tu vois, les arbres, aussi que je t'en montrais des tout petits sculptures, on se rend pas compte. Là, il y a des arbres, on les voit pas, tu vois. Ouais, J'ai mis un bâton pour les voir, tu vois, c'est un pêcher. d'accord. Et donc en fait, il y a toujours cette histoire qu'on dit souvent dans la campagne avec les herbiers, avec les tiques. Ah oui. Il y a des saisons à tiques, etc. Toi, tu vois, là, je vois les tes... tiques TV, tu vois, c'est ça. Oh, mais j'espère qu'on est bon, on n'est pas aussi, on fait pas aussi peur que les tiques, parce que aujourd'hui c'est une problématique, les tiques. C'est problématique. Et par rapport même, j'ai un ami il y a une tique qui a piqué son cheval, Ouais. il a été obligé de mettre des antibiotiques Ouais. et tout ça. Et toi, tu as aussi des équidés, Ouais. toi tu marches tous les jours, t'as pas des fois des tiques? Qu'est-ce qui... Non, alors moi, c'est peut-être que mon sang est pas bon, on sait rien. Ah oui, d'accord. J'ai jamais de tiques sur moi. Ça m'est arrivé que d'autres personnes m'accompagnent en aient. Ouais, Après, nous, ce qu'on a, c'est qu'on a pas mal de poules qui se baladent partout Ah, au jardin. les Les poules, poules. ça te bouffe des quantités de tiques hallucinantes, quoi. d'accord. Donc déjà, avoir des C'est poules, c'est pratiquement le seul prédateur, je pense, des ça doit tiques. être hein. un des meilleurs. Je pense pas que les oiseaux... Ouais, ouais, Du coup, ouais. c'est pour les gens qui ont peur, peut-être autour de la maison, avoir des poules en liberté, quoi. D'accord, mais oui, mais là tu poses un problème parce que les poules en liberté en pleine campagne comme ça vont se faire bouffer par les renards. Ah, les renards. Ben oui, et toi, est-ce que tu te fais attaquer par les renards? Ouais, un peu. D'accord, que- donc c'est-à-dire, t'en perds une tous les mois? Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est plutôt, j'en perds 4 tous les ans. Mais c'est des D'accord. attaques groupées, quoi. Genre, Parce que- autour de l'hiver, quand les renards ont des petits, ou quand elles sont pleines, elles ont besoin de venir manger. D'accord, Et donc, elles me font peut-être 4 poules, mais encore, c'est pas tous les ans, quoi. 4 D'accord. poules tous les 2 ans. bon bah d'accord, mais donc c'est-à-dire qu'en plus toi tes poules elles sont en plein air, là elles vont là-bas en bas de ta prairie. En fait, elles vont dans les bois. Donc Elles vont dans les bois, ouais. Un lieu spécial pour les renards, parce que après, c'est des renards. Et là, on a une zone un peu Ah oui. gadouilleuse. Ouais, ouais. Parce qu'on est sur la fuite de l'eau, une mare qui déborde, une mare à canard qui déborde. D'accord, donc là il y a la mare. Ok, et donc bon, donc pour toi, pas vraiment de problème avec les tiques. Non, pas de problème avec les tiques et pas de problème avec les renards parce que ce que je disais, c'est que les poules elles se reproduisent en fait. Elles se reproduisent plus que ce que les renards les mangent. Ah d'accord, toi tes poules se reproduisent. Quoi, tu rachètes pas à chaque fois des poules à chaque fois que t'en perds. Bah, quand t'as un coq et une poule, de temps en temps t'as une poule Bah qui oui. couve et t'as des et tu poussins. les laisses. Et tu puis les après, laisses couver. même je donne un peu de poussins à des amis quoi. D'accord, ok, très bien. Pas des poussins, des poulets. Donc là on suit encore l'eau maintenant, et donc du coup là on voit un tuyau d'eau qui sort du sol. En fait, il est posé par terre, mais comme il y a des herbes partout, j'ai oublié de mettre le Roundup. Ah, t'as pas mis de Roundup. Ah bah c'est pour ça, Du oui. coup, on se fait envahir par les herbes. Et donc en fin de compte ça te permet, parce que puisqu'elle vient d'en haut, ta Si j'ai besoin- chose ça descend. Alors, si j'ai besoin d'arroser, en fait, Voilà. je trempe le tuyau dans la mare. Et puis je peux arroser, tu vois, il y a peut-être un peu d'humidité, bon, peut-être pas. Si, voilà, un peu. D'accord, parce que tu arroses quand même tes arbres. Tu es obligé d'arroser tes arbres que tu plantes là? En fait, ça peut arriver 1 ou 2 fois par an. Quand j'achète, tu vois, là c'est un arbre qui vient de pépinière. Ouais, C'est un amandier. Bon, Ouais. c'est pas un bon exemple parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Moi, admettons, il a besoin d'eau. ouais. Quand je vois juillet-août, s'il est un peu Ouais. les feuilles qui tombent vers le bas, ça veut dire qu'il a un peu soif ou qu'il a Ouais. chaud du moins. Donc il peut avoir un coup d'arrosage une fois en juillet, une fois en août peut-être. D'accord. Ça c'est valable les 2 premières années. Après il faut qu'il soit autonome quoi. Au bout de D'accord. 2 ans les arbres. Ouais, sont avec toi, autonomes. il faut que ça se Ils ont débrouille. 2 ans. Mais attends, qu'est-ce que tu fais dans ta terre là? Tu creuses, tu mets du terreau? Non, je fais un trou. Ouais. Plus gros que ce que. Ouais, la bien racine sûr, a ouais. besoin. Je fais un bon trou. Et je mets mon arbre, je rebouche le trou. Quand je suis gentil, je mets un peu de compost à ses pieds. Mais j'ai planté des milliers d'arbres, 1 millier d'arbres. J'ai pas mis du compost à tout le monde quoi. Ouais, d'accord. Donc je fais rien d'autre de ça que ça.
Et je surveille un petit peu, les herbes vont pousser, elles vont se coucher, donc elle va avoir son paillage. Et il y aura peut-être quelques arrosages en été et puis c'est fini. Hein. D'accord. Là c'est les amandiers, on a eu une première amande l'année dernière. Ok. Beaucoup de pommiers, beaucoup de poiriers, beaucoup de mûriers, enfin tout. Beaucoup de tout. Des argousiers. T'as déjà goûté toi les fleurs de goyavier du Brésil? Ah bah non. T'as pas goûté les fleurs du goyavier du Brésil? Ah bah non. Qu'est-ce que c'est ça? Bah il y en a pas dans les biocopes. Hein. C'est sûr, il y a des petits poiriers là qui poussent. Ah oui. Tout ça c'est la chilée millefeuille là, toutes les. Ouais, exactement, attention, il y a des petites ronces aussi. Ouais. Faire attention. Des groseilles. Hop, ça c'est le goyavier du Brésil, donc ça fait des fruits très intéressants. Et si tu veux, tu peux manger les pétales de la fleur. D'accord. Tiens, goûte, c'est une pétale. Une fleur. Ouais. Je goûte aussi, histoire que ce soit pas... Ah oui, mais c'est un fruit déjà, ça goûte. C'est ça, c'est déjà un fruit. Ah ouais. Tiens, Incroyable. je te laisse la dernière là. Oh merci. La mérité. Donc on va aller dans le marécage. C'est ça, là c'est la zone, donc il y a des groseilles aussi sur le piquet. Quand on parlait de zonage en permaculture, là on est en zone 5. On arrive en zone 5. Ouais, là on est sur une zone pas là pour l'instant. Donc c'est des arbres cultivés, on n'est pas en zone 5. Ouais. Mais on va y arriver là-dedans. Alors dis-nous ce que c'est la zone 5. En gros, pour simplifier, la zone 1, c'est les zones que tu vas entretenir très régulièrement. Bah, le poulailler, tous les jours je ramasse les œufs. Le potager, tous les jours je récolte des fruits, des légumes quoi. D'accord. Ça serait plutôt zone 1. Zone 2, besoin de moins d'entretien, comme des fruits rouges, des groseilles par exemple, des fraises. Zone 3, encore moins besoin d'entretien, comme par exemple les amandiers ou des arbres fruitiers quoi. Ouais. Attention aussi aux ronces par terre. Ouais. Bon, t'as compris, je te dis pas quelle zone c'est dit. En gros, la zone 5. C'est une zone où on n'a pas vraiment à aller quoi. Exactement, la zone 5, c'est la zone où. La plus sauvage. Ouais, la plus sauvage, où juste on peut venir un petit peu observer. Mais tu n'interviens pas du tout quoi. C'est ça, alors là on n'y est pas encore, parce que comme tu peux peut-être voir, c'est défriché un tout petit peu. Ouais, t'as défriché, ouais. Jusqu'à là-bas. Mais là-bas, après, je n'interviens plus du tout. D'accord. Et donc, c'est une zone marécageuse et je constate qu'il y a plein de tritons, c'est assez humide aussi. Hein. D'accord, ouais. Là on arrive toute la partie la plus basse de ton terrain. Et là, il y a toujours de l'humidité. Et là, c'est ta source qui continue à venir couler jusqu'ici en fait. En fait, c'est pas la première source qu'on a vue à l'instant. C'est la source qu'on va voir plus tard qui alimente l'étang et qui déborde et qui suinte ici et qui après finit dans le ruisseau. Un petit ruisseau qui est derrière là. Voilà. D'accord. Donc là, c'est une zone où il y a tout là. Il y a une limite, tu vois, j'ai mis des branches, c'est genre là, ne pas traverser. Ça n'appartient plus à nous, c'est pour les sauvages. Quoi. Ok. Et là, bah, souvent super. des renards aussi, souvent des chevreuils, souvent plein d'oiseaux. T'as pas clôturé ton terrain? T'as pas de grillage? Non, là, cette partie-là, elle n'est pas clôturée. Ouais. C'est le ruisseau qui fait la limite. D'accord, ok. Et bon, on va aller voir dans cet étang que tu as fait. Allez. Ok, donc on va remonter. Hop. Ça simplifier. Ah bon, on va déjà passer par ta serre en fait. On n'est pas passé par la serre. On va passer par la serre. On va passer donc voir ton poulailler que tu as greffé à ta serre. Et ça, pourquoi est-ce que tu as greffé ton poulailler à ta serre? Il est collé. Ok, en fait en permaculture, ce qu'on aime bien faire, c'est faire en sorte que les éléments soient, au lieu de séparer tous les éléments, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une serre par là, un poulailler par là, un potager par là, on essaye de faire en sorte que tout se connecte pour que ce soit plus efficace ensemble. Donc le poulailler, la serre en fait elle chauffe un peu, ça chauffe mon poulailler, et du coup les poules elles sont protégées par la serre. Et ça marche mieux comme ça. Quand on a une petite serre et si on a beaucoup de poules, on peut aussi imaginer chauffer la serre grâce aux poules. D'accord, et donc là aussi, donc tes poules chauffent un peu la serre l'hiver. La serre est trop grande par rapport à la d'accord. T'as 80... La serre fait 80 mètres carrés et j'ai 7 poules et un coq. 7 poules et un coq et combien de canards? Actuellement dans ce jardin-là, il y a 3 canards. Ouais. Mais j'ai eu des petits poussins, des petits canetons qui vont bientôt arriver. Donc est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce que tu veux expérimenter avec tes canards colorants indiens? Ouais. Alors moi je fais du potager depuis longtemps. Depuis combien de temps? Depuis des siècles. T'as quel âge là? T'as 40? Et ouais, ça y est, j'ai 40 piges. Bah, super. C'est la fin. Voilà. Et tout ça, de toute façon, tu disais que tes arbres, c'était pour ta retraite, en fin de compte. Exactement. Quand tu plantes un arbre, tu sais que quand tu seras vieux, tu auras des fruits. D'accord. Si tout va bien. En tout cas, quand t'en plantes 1000, t'es sûr là. Si t'en plantes qu'un, faut voir. Mais oui, parce que donc toi, là, ce que tu fais aussi, c'est que tu jettes beaucoup de noyaux avec tes filles. Plein de noyaux. Et tu laisses faire. Et c'est comme ça aussi que tu as beaucoup d'arbres fruitiers excellents à partir de noyaux, de pépins.
De graines, quoi. Ben oui, mais donc malheureusement, quand on entend souvent dire que tu n'auras jamais de bons fruits en partant des noyaux, encore moins en parlant des pépins. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? Alors bon, c'est un peu compliqué. Si je voulais simplifier, je dirais que c'est un sujet un peu complexe quand même. Hein. Ouais. Mais en gros, quand tu plantes des noyaux, tu plantes un noyau de pêche, tu es quasiment sûr d'avoir un bon pêcher. Je sais pas si tu as déjà goûté un mauvais pêcher. C'est très rare en fait. Ouais. D'accord. Donc en gros, quand tu plantes des noyaux, tu as de grandes chances d'avoir un bon fruit. Mais quand tu plantes des pépins, c'est un peu plus variable. Si tu plantes des pépins de pommes ou poires, c'est une histoire d'auto-fécondation, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Du coup, on va dire que pour les pommiers, peut-être que selon d'où il vient, si tu prends des pépins de pommes d'une ferme en permaculture, tu as de grandes chances d'avoir des bonnes pommes. Si tu prends un pépin de pommes industriel, tu as des chances d'avoir des mauvaises pommes. Ok, bon bah écoute, ça me semble clair. Donc là on arrive, là c'est ton poulailler qui est donc accolé à ta serre avec une boule à facettes. Parce que les poules elles sont festives, tu vois. Elles ont la pêche ici. Et là tu as un séchoir, tu as fait une vidéo là-dessus. Ouais, un séchoir solaire. Ouais. Reste là, je te demande vite si tu veux. D'accord. Tu veux, toi tu viens. Ouais, je vais venir. Hop. Et après on va aller dans ta jungle ici. Donc là il y a pareil, une pépinière où j'ai des noyaux, des glands, des chênes, des noisettes, des figuiers, avec des tomates. Voilà, ouais, tu fais toutes tes boutures et tout, d'accord, ouais. Et tu vois, hier on s'est pris 20 mm de flotte, quoi. Ah ouais. Donc là, on est dans le pays des poules et des canards. Le pays des poules et des canards. Ici nous avons le séchoir solaire. Donc l'idée... Que tu as fait pendant le confinement. Tu t'es ennuyé. On s'est amusé pendant le confinement, ouais. Donc là il y a un peu de terre dessus. L'idée c'est qu'on fait ça. Tac tac tac. Donc t'as l'air. En gros là t'as une vitre et des ardoises derrière. Le soleil chauffe la vitre et les ardoises. L'air chaud il monte. Pour monter il est obligé de slalomer à travers ça. Il va chauffer cette caisse, quoi. D'accord. Et dans la caisse t'as des racles et tu mets tes plantes. Ok. Vas-y, ouais. Donc, bon, t'as fait une vidéo sur le sujet, hein, on peut retrouver sur ta chaîne. Mais là on voit les restes de fleurs de sureau, quoi. De fleurs de sureau. Et pourquoi tu fais sécher les fleurs de sureau? Pour faire des infus en hiver. D'accord. Voilà. Super, ok. Génial. Donc là, le projet que tu vas faire avec tes canards, tu as dit qu'avec tes porcs indiens... Tu perds pas le nord. Ouais, je perds pas le fil. Hein. C'est bien. Donc là l'idée c'est que, c'est ça que je te disais, moi le potager j'en fais depuis bien longtemps et donc faire un potager qui fonctionne, je sais faire et j'ai envie d'expérimenter. T'en fais depuis quel âge? Je sais pas. Depuis l'âge de 20 ans? En fait quand j'étais petit je me rappelle, quand j'avais 12 ans je passais le motoculteur de chez mon grand-père. Donc j'ai toujours été un peu baigné dans ça. D'accord, ok, ouais. Mais je le fais en mode permacole, sans travail du sol depuis 11 ans. 11 ans, depuis, je sais pas depuis que j'ai 11 ans, depuis 11 années. D'accord, ok, très bien. Et du coup, j'ai envie d'essayer de nouvelles choses. D'accord. Et donc, je veux qu'il y ait des canards courants indiens en permanence dans ce potager. D'accord. Ça me permet de voir quels sont les végétaux qui ne seront jamais mangés par les canards courants indiens. Donc, tu vas les laisser en liberté là dans ton potager. Tu vas clôturer? Voilà, ça sera clôturé. Ça fera peut-être aller 2000 m². Ouais. Avec dedans mes 300 m² de potager. D'accord. Et il y a une mare que je vais agrandir. Et on verra l'impact. Celle-ci, tu vas agrandir. Ouais, je vais bien. Parce qu'eux, ils ont besoin d'avoir une mare. Ouais, c'est plus cool pour eux. D'accord. Okay. Ils pourraient vivre sans mare, mais j'aime bien qu'ils aient une mare. D'accord. Et puis, comme j'ai fait plein d'autres mares pour les tritons, pour les grenouilles, qu'on va peut-être voir ou pas. Voilà. Tu vas délocaliser en partie. tes locataires d'ici, tu vas les mettre dans tous tes tritons. Exactement. Les tritons, les animaux que je veux protéger, je vais les mettre dans d'autres mares. On n'a pas vu non plus la mare là-bas. Enfin, j'ai plein de mares partout. Ouais. Des mares de biodiversité, disons. Ouais. Et donc, je vais protéger mes tritons en les mettant dans ces mares de biodiversité. Et là, ça sera une mare à canards. D'accord. Et les canards se baladront dans le potager et puis on verra l'impact des canards vivant dans un potager. Mais donc ils vont manger tous tes escargots, tous tes gastéropodes, toutes tes limaces et tout. C'est ça, il faudrait que j'importe des limaces, ouais effectivement. Non mais l'avantage du canard, pour ceux qui ont des problèmes avec au potager, moi j'ai pas trop de problèmes, mais ils mangent quand même quelques trucs, hein, les limaces et tout ça. Le canard courant indien, c'est un canard qui est peu végétarien, qui mange beaucoup de gastéropodes, escargots, limaces, et donc du coup, effectivement, ils vont m'éliminer les limaces du potager, quoi. Mais maintenant, ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce qu'ils vont manger les salades ou pas. Qu'est-ce qu'ils vont manger, qu'est-ce qu'ils vont pas manger. C'est vraiment ton terrain de jeu, quoi. C'est expérimental. C'est très expérimental, ouais. C'est très expérimental. Bon, là, tu nous amènes où, là? Là, c'est la jungle. Ça commence à être la jungle et tu m'as dit que ça sera encore pire le mois prochain et en juillet, quoi. Mais là, on est en juin, juillet. Disons, on peut encore rentrer, là. Ouais. Donc là,
On a du chou perpétuel. Dès l'entrée, on a Donc du là, chou c'est- perpétuel. donc Ouais. là, c'est la fin. On a mangé tout à l'heure, mais c'est un peu la fin quand même. C'est le chou, quoi? Le chou d'Aubenton. Donc je D'accord. mange beaucoup en automne, hiver, printemps. Et là en été, ce qui se passe, c'est qu'il y a les punaises des choux qui viennent. Ouais. Et du coup, il va être comme ça. On reprendra la consommation en automne. Et là, on entend de l'eau. Il y a aussi de l'eau ici dans cette Ouais, mais histoire. c'est Là. un panneau solaire qui est sur le poulailler qui fait tourner l'eau dans une petite mare. Un panneau solaire tout neuf que vous avez? Tout vieux. Ah, pareil, c'est un vieux que tu as recyclé. Tout vieux recyclé, il n'y a pas de batterie. C'est-à-dire quand il y a Ouais. du soleil, l'eau tourne. D'accord. Et tu vois, même quand il n'y a pas beaucoup de soleil. Hein. Mais tu l'as acheté combien, par exemple, pour un ordre de Je prix? sais plus, c'est Barnabé qui a ramené ses 6 panneaux solaires. Ah oui, d'accord. Mais le jour, il a chiné ça sur le bon coin. Et ou- tu vois, ça me farfouille. D'accord. Je pourrais te trouver le prix si j'allais voir les Ouais, factures. ok. Ok. Non, mais c'était juste comme. Donc là, tes tomates, voilà, ça y est, t'as des tomates qui commencent. Ouais, on commence à manger T'as tes des tomates, concombres. on mange des concombres, on mange des haricots. Et donc alors, c'est le cas de le dire, tu plantes, tu mélanges et tu plantes très serré. Parce que pour toi, il n'y a pas de zone où il n'y a pas de plan en fin de compte. Là, j'ai l'impression que. Quand je vois une zone où il n'y a pas de plan, par exemple là, je pourrais me dire, ah mince, c'est un trou, tu vois. Là, D'accord. Là, il y a un trou, mais là, c'est Donc là, le qu'est-ce que tu dedans. pourrais mettre par exemple Mais là, maintenant je là pourrais venir mettre une salade, tu vois. Je pourrais creuser un petit trou, tac, tac, D'accord. et je mets ma salade là-dedans. D'accord. Là, t'as paillé, t'as. En fait, je mets la matière quand je récolte tout à l'heure, tu vois, ou bien si ça me gêne dans les allées, ça pique un peu, je fais ça. D'accord. Hop, et je le fous là. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est même si je plante rien, ici on a du radis qui est en graines. Ouais. Donc là, le radis il va tomber, ça va s'ouvrir, et dedans, t'as les graines qui vont germer toutes seules en fait. Ouais. Elles ont déjà sauté là, tu vois, les graines là. Et tu bon, vas les remettre en terre là? en fait, ça va se faire tout seul. Ouais. Tu vois, ça, c'est déjà, si tu regardes le sol, c'est déjà en train de se faire. Il y a déjà les gousses de radis. D'accord. C'est un truc de feignant alors cette méthode. Exactement, tu vois, là, il y a des carottes qui poussent. D'accord. Ah, les carottes, c'est toi qui les as semées? Celle-là, non. Non, d'accord. J'ai les carottes qui montent en graines, tu vois. Je sais pas si tu les vois, les fleurs de carottes là-bas. Ah là là, oui. Elles montent en graines, donc j'essaye de les récupérer un peu, les graines. Mais il y en a une partie qui tombe au sol. Quoi. Ouais, les tomates sont déjà bien grosses quoi. Les Et là- tomates en Et là, tu mélanges les variétés de tomates aussi? C'est des. Non, tu vois, sur cette ligne-là, j'ai Ouais. une variété de tomates. Sur l'autre ligne, j'ai une autre variété. En fait, sur chaque ligne, il y a une variété différente. Pourquoi tu... Ça me permet au moment de la récolte de faire mes tomates pour le coulis, des tomates parce que Ah d'accord. c'est plus rapide pour moi. D'accord, d'accord. Je pourrais les mélanger. En fait, la tomate, Ok. comme je disais tout à l'heure, elle s'hybride peu avec les autres tomates parce qu'elle a des fleurs relativement fermées. Et Ouais. donc il y a peu de. Là, elle est fermée là. Ouais, et il y a peu d'hybridation avec les tomates voisines. Alors par contre, pas avec les cucurbitacées, avec Toutes les courses. les courses, tout ça, t'as vraiment une hybridation qui est forte. Donc toi, ce que tu fais, parce que tu... Quand je fais toutes mes semences, enfin toutes, 80% des végétaux ici, ils proviennent de mes semences. D'accord. Moi-même. Il y a toujours 20% de découvertes. J'aime bien expérimenter et Et découvrir. qui provenait à l'origine du sud de la France, que tu as Ouais, que j'ai réintégré ici. Importé. Mais il n'y a pas eu de souci, quoi, je veux Aucun dire. souci. Ouais. Elles étaient résistantes dans le sud, elles sont résistantes ici. Quoi. D'accord. Et là, on entend l'eau qui coule. Donc, Ça va en effet, derrière la menthe avec le. voilà, donc on a l'eau qui coule ici. C'est un panneau, tu vois, c'est une boucle, ce qu'on enrompt. Hein. D'accord. Et donc là, ça t'apporte des grenouilles, des tritons, des... Et ça fait comme une espèce de mini-clim, c'est-à-dire qu'en hiver, c'est une masse thermique qui va chauffer la journée, qui va rediffuser la chaleur la nuit, et en été, ça a tendance à rafraîchir l'atmosphère. D'accord. Du Là, raisin à Des gogo, raisins là qui arrivent. des kiwis aussi, je sais pas, t'as déjà vu, si, ouais. derrière, t'as des kiwis qui poussent. Je sais pas si les fruits, on les voit, mais Ah oui, oui, je sais c'est pas tout comment petit là-haut. Ça, c'est quoi les fleurs violettes? c'est de l'épilobe, c'est une plante sauvage en fait, que j'aime bien. D'accord. Ah là, c'est les capucines. Capucine, super bon. Ah oui, Hein, extra. on a mangé tout à l'heure, c'est vraiment. Ah oui, j'en avais jamais mangé, c'est excellent. vraiment... Ah ouais, un délice, quoi. Le goût, c'est fort. Là, t'as les mandarines qui arrivent. Mandarinier Satsuma. Donc là, c'est une jaune plutôt exotique. Ici, tu as mis un bananier, mandarine, Ouais, ici, des c'est agrumes. plutôt genre une jungle. Tu vois, autant là-bas, c'était au début de la serre, c'était plutôt potager. Ouais. Tomates. Ça, c'est poivrons. expérimental. Cette partie-là, tu t'es dédié au début, quand tu avais fait cette serre. Je me suis dit, j'ai envie de tenter un coup de jungle. Ouais, ouais. Ouais, au fond, de faire quelque chose plus avec les agrumes, les plantes. Et alors, c'est quoi le bilan après 2 ans? Ah, les bilans, c'est génial. Enfin, tu vois, là, on commence à voir les agrumes qui arrivent. T'as pas mis le citronnier? Ici, j'ai des là, citronniers, ils grandissent pour l'instant. Citronnier, là, c'est pas vraiment du citron, c'est du yuzu. Ouais. C'est un citronnier yuzu, mais bon, c'est très très bon. Là, il y a des fuchsias comestibles, du raisin en pagaille de raisin. Tu vas les sécher dans ton sécheur, tes raisins? Non, plutôt en frais ou en jus, quoi. D'accord. Mais on pourrait les sécher, j'ai des raisins sans pépins pour sécher. Eh mais oui, parce que dans les raisins secs, il n'y a pas les pépins. C'est ça, si tu sèches un raisin à pépins, Mais c'est horrible, tu croques le manges un pépin. crunchy. Ou alors, faut les enlever, mais c'est une galère. C'est pour ça qu'il y a des variétés de raisins sans pépins, quoi. Ah d'accord, bah, merci pour le Là, t'as tuyau.
Et là, ton bananier, lui, donc pas de banane quand même. Pas encore de banane, mais en fait, s'il faudrait que j'ai un hiver qui soit supérieur, qui monte pas, qui descende pas en dessous de moins 6, tu vas y arriver. des bananes. Tu vas y arriver, ouais. Avec un bon réchauffement climatique, on y croit. Ouais, ouais. Là, j'ai la verveine, ici j'ai de la glycine tubéreuse. Ah, la verveine, tu la laisses monter en graines. Ah ouais, carrément. Fleur graine, ouais. D'accord. J'enchaîne, et puis après ça repousse. Et là, j'ai de la hache des montagnes, la livèche. C'est une super plante vivace, comestible. De toute façon, t'as que du comestible là, dans ta serre, parce que t'as des orties aussi partout. Ouais, quasiment. Qu'est-ce que j'aurais de pas comestible? Non, c'est quasiment que du comestible. Tu manges beaucoup d'orties? Ouais, pas mal en hiver. Bon, beaucoup, je sais pas si c'est beaucoup, mais en hiver, printemps. Régulièrement, quoi. Ouais, Ça fait partie. Bah, c'est une super plante, l'ortie. Hein. Ah bah, Les raisins, tu vois, on va pas manquer. L'avantage de la serre, les raisins ils poussent très bien en extérieur, mais l'avantage de la serre, c'est que très rapidement, on a beaucoup de raisins. Ouais. Parce que les raisins, ça pousserait aussi à l'extérieur. Ouais, ouais. Mais c'est juste pour avoir une productivité plus grande, plus rapide. Mais alors, par défaut, on a tendance à dire que tous les fruits, comme les légumes, comme les tomates, sont beaucoup moins bonnes en serre qu'en extérieur. Comment t'expliques ça? Mais j'y Toi, crois t'as pas. déjà fait les deux, toi? Ouais, j'ai fait les deux. Je crois pas qu'on voit la différence. Il n'y a pas de différence. Moi, pour moi, la différence, elle se joue surtout sur l'arrosage. Si tu arroses beaucoup ta tomate, tu vas avoir des tomates gorgées d'eau. Ah, il faut pas arroser trop. Ouais, c'est ça. C'est Mais plutôt alors- sur l'ensoleillement et sur l'eau. Parce que là, elles tu sont verras pas en plein soleil dans ta serre. Ouais, c'est du si, c'est quand même, c'est du soleil filtré par la bâche, on va dire. Ouais. Mais c'est quand même du plein soleil. Moi, je suis pas capable de reconnaître le goût d'une tomate qui est poussée dehors et une qui est poussée dedans. Pour toi, il n'y a aucune différence. Ok. Après, Et tu as des le tomates. palais n'est pas assez fin, quoi. Mais D'accord. Parce que toi, au niveau des tomates, tu disais il y a 2 ans, tu avais sorti 400 ou ouais, rien que 400 kilos, sur quoi. la moitié de la serre à 400 kilos. Ouais. Ouais. Si je compte pas celle qui était dehors et tous les autres légumes. La serre, elle produit mais de folie, quoi. Bah ouais. Bon, bah génial, ok. Ah, Tac. le poulailler, on l'a montré. Le poulailler, c'est bon. Alors là, maintenant, on va redescendre dans le bas de ton terrain. Du coup, on parle de poulailler, mais on voit pas de poules parce qu'en fait, elles sont en liberté, les poules. Ah, bah oui. Donc, si on C'est les le croise, principe. Bah oui, et puis là, elles ont leur, elles ont leur sortie. sortie ici. Donc, pour ceux qui ne savent pas, une poule, ça rentre tout seul. Ouais, Le en fait, soir. faut les habituer, c'est-à-dire que pendant une Ah. semaine, elles sont enfermées dans le poulailler. Ouais. Une fois qu'elles ont pris leurs habitudes, qu'elles dorment dans le poulailler, tu peux ouvrir et elles vont s'aventurer petit à petit de plus en plus loin. Et D'accord. elles rentrent dormir là où elles connaissent. Et donc, le soir, toi, tu sais qu'à telle heure, tombé dans la nuit, tu rentres, tu là, fermes en la ce moment, porte. En ce moment, c'est tard. En ce moment, c'est 21h30. D'accord. Donc, quand tout le monde est rentré à 21h30, je ferme les poules. Et le matin, moi, je me réveille très tôt. Donc, le matin, aux Tu te alentours réveilles à de- quelle heure? Ça dépend. Ça peut être 5h du matin, 6h. Ah ouais. Et c'est là où tu bouquines. Parce que toi, tu Ouais. t'instruis quand même vachement. T'aimes bien lire, t'aimes bien regarder. Moi, j'adore le calme du matin. D'accord. Quand tout est en pause. D'accord. J'adore ce moment-là. Donc, c'est le moment où je prends une petite boisson chaude et je bouquine et D'accord. j'adore ça, quoi. Super, ok. Mais vraiment, dans ton jardin, c'est un temps, tu vois, plutôt à l'extérieur, dans la Ça nature. dépend ouais, ça dépend. En fait, il n'y a pas de rituel strict, quoi. D'accord. Ok, donc là on descend vraiment Donc là, dans on la descend. partie basse Ouais, de donc ton. là, on passe, tu vois, il y a des prairies. Mais alors, ouais, donc là, on voit pas trop bien à l'image, mais là tu as des clôtures. Ouais. Tu as divisé tes 3 hectares là en combien de parcelles? Ça va. Disons qu'il y a 3 prairies. Il y a aussi la zone comestible, et il y a aussi un rond sauvage, et aussi des étangs. D'accord. Difficile à te dire comme ça. Il y a 3 prairies différentes. Ok. Et donc toutes ces fleurs violettes, c'est des plantes spontanées. Ouais, c'est des plantes spontanées. Et donc là, tu laisses pousser parce que après tes équidés, donc tes 2 C'est ça. ânes, ânesse et ta ça. jument, tu vas les mettre après dans cette zone-là. Exactement, en fait, c'est des rotations. Elles restent à peu près 3 mois dans une zone. Ouais. Une fois qu'elles ont un peu bouffé toute la zone, je vais les mettre dans la zone d'à côté. Et- Après, dans l'autre zone d'après. D'accord. Et au moins, les plantes, elles ont le temps de monter en fleurs, en graines et de se régénérer. Elles sont pas D'accord. trop épuisées, quoi. Et donc du coup, tu disais que le foin, tu leur en donnes En hiver. que en hiver. L'idée, c'est de me passer de foin le plus rapidement possible. C'est-à-dire que là, D'accord. dans les clôtures que tu vois là, Ouais. je vais faire une double clôture pour végétaliser l'intérieur. D'accord. Pour qu'il y ait des arbres fourragés partout autour, genre des noisetiers, des tilleuls, des mûriers, pour qu'elles aient à bouffer dans les haies aussi. D'accord. Mais donc du coup, donc ce sera des feuillages persistants, quoi. C'est. Ouais, Ok. pas forcément, ça peut être du feuillage persistant, mais aussi à une époque, avant qu'il y ait le pétrole facile comme ça, les gens faisaient moins de foin et fauchaient des fagots. Par exemple, en été, tu coupes des fagots de sol, par exemple, Oui. tu les fais sécher dans ta cave et tu leur donnes en hiver. Ça peut être une D'accord. façon de faire aussi, quoi. Donc tu veux rentrer aussi dans une autonomie à ce niveau-là, quoi, par rapport à la nourriture. Sur tous les domaines, j'essaye d'aller vers l'autonomie, D'accord. de tendre vers. Très bien.
Et bien là, donc on arrive dans un étang que tu as creusé toi. Hein, à main nue. Non, on a fait à main nue, à la grelinette d'ailleurs. Vraiment. Alors là, on a fait venir une pelle mécanique pour creuser ça. Ouais, et là, justement, je me rappelle dans ta vidéo, tu as mis, alors ça, c'est pas très... La voix off de Damien Decart, il c'est pas très permacole, cette... Le petit diable. Mais donc, tu disais, en fin de compte, et ce qui est relativement juste, si c'est pour une action comme ça, durable, et qu'on n'a pas le choix, ben on le fait, quoi. Faut pas non plus être... Si c'est pour améliorer son biotope, que c'est occasionnel, si tous les ans je devais creuser avec une machine, ça serait pas durable pour moi. Mais si tu le fais une fois pour toutes, c'est carrément durable. Une fois pour toutes, ouais. Et donc là, on a 300 mètres carrés de poissons. Et donc là, tu as mis des poissons d'eau douce, alors. C'est un poisson d'eau douce. Là, actuellement, il y a des tanches, des rotangles, des ables. Tu les laisses tranquilles ou tu les manges? On les laisse tranquilles, mais on les mange après. Ah, d'accord. Non, en fait, l'idée, c'est pas de manger eux. Eux, ils se nourrissent des végétaux, de tout ce qu'ils trouvent dans la mer. Bah oui, mais ils se nourrissent, ils arrivent à... Tu t'en trouves pas des morts, alors? Ah non, on n'en trouve pas des morts. T'as tes canards qui viennent nager, Exactement, qui viennent faire leurs excréments dans la... Là, ils sont pas là, les canards. Ils sont pas là, d'ailleurs, ouais. Ils commencent à faire chaud, là. Ouais, ils se planquent un petit peu, là, ils commencent à faire chaud. Ok. Et du coup, qu'est-ce que je vais raconter? Donc là, l'idée, c'est d'après d'introduire leurs prédateurs, des poissons que nous, on pourra consommer. Ça pourrait être de la truite, ça pourrait être de la perche commune. L'idée, c'est d'avoir un prédateur qui mange ses poissons et nous, qu'on puisse manger. D'accord. Alors, on entend l'eau qui arrive d'ici et on la voit sortir par ici. C'est ça, donc c'est pour ça qu'on avait une zone humide là-bas tout à l'heure. D'accord. Une zone humide parce que cette eau-là, elle ruisselle tout le long dans les sols. Et donc, ça attire des tonnes de bestioles. Et donc elle arrive un peu plus haut de la pêcherie. Elle arrive là-haut, donc on va pas y aller, mais c'est là-haut d'où part cette source. Elle descend là, dans un premier bac comme ça, où l'eau ne dort jamais parce que tu l'as fait déborder, c'est l'eau pour tes juments, pour ta jument et tes deux ânesses, qui ensuite redescend, vient alimenter ton petit étang. Donc lui, il a une réoxygénation permanente. C'est toujours en mouvement, et du coup, on a une eau quand même qui est très très chouette. Et je suis content parce que je vois des martins pêcheurs, il y a des grands dégrès, enfin, ça attire la biodiversité de ouf. Un point d'eau, c'est génial pour ça aussi, quoi. Et donc ça déborde, c'est toujours en mouvement, toujours vivant, quoi. Bah oui. Sans besoin mécanique, électrique, sans juste la gravité en fait. Hein. Bah oui, juste avec la gravité. Une force qui s'arrête jamais, quoi. Ok. Bon bah formidable. Bon bah écoute, je pense que je sais pas combien de temps ça dure, presque 1 heure, parce que je pense que cette vidéo est suffisamment riche. C'est vrai, mais c'est dur. Bah 49 minutes. Tu parles beaucoup trop. Ah bah ouais, c'est sûr, je suis bavard. Bah écoute, merci beaucoup Damien pour cette visite un peu éclair, hein, parce que c'est quand même grand, hein, 3 hectares en fait, la visite normalement ça dure presque 2h30. Bien sûr, oui. Là l'idée c'était de faire une vidéo assez courte. On n'a pas vu les canards, ni les poules, ni les c'est du bluff, tout ça c'est du bluff. Bah oui, c'était faux en fait, mais on y croit. Mais bon, ils sont tous. Je pense qu'il fait chaud aussi. On est fin juin. Là, ils se sont mis. Mais en tous les cas, bravo vraiment. Et puis, j'espère qu'on se reverra bientôt pour une petite suite. Et puis, on va tous suivre avec sur ta chaîne la suite des aventures. Et merci beaucoup. Et on est sur la même longueur d'onde. Merci à toi, Damien. Merci à toi. Ciao. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde. Positive et rebelle, nomades et vagabonds. Ce soir, la lune est pleine. Les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde. Positive et rebelle, nomades et vagabonds. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.